Pour commencer cette émission, direction Sarcelles, dans le Val d'Oise, à la rencontre de Morgane. À 16 ans, cette jeune joueuse de tennis rêve de tournois de Grand Chelem. Et pour se donner toutes les chances de réussir, elle intègre donc un des plus prestigieux clubs d'Île-de-France. C'est également ici qu'entraîne un coach réputé, Andrew. Il va la prendre sous son aile et promet à ses parents d'en faire une championne. Mais lors d'un stage d'été, le coach va violer Morgane. Des viols qui vont durer pendant 2 ans. Pour fuir son agresseur, la jeune athlète part alors faire ses études outre-Atlantique. Elle gardera le silence durant 11 ans. Mais un jour, de retour en France, elle croise son coach à Roland-Garros. Elle prend alors son courage à deux mains et porte plainte à la brigade des mineurs. Et rapidement, sa parole libérée va amener d'autres victimes d'Andrew à se dénoncer. Morgane a eu une relation qui a duré 2 ans avec son entraîneur de tennis, mais elle était partie, un peu traumatisée par cette relation. Enfin, si on peut appeler ça une relation. Elle est partie vivre à l'étranger, partir le plus loin possible, quitter sa ville, sa région, son pays même, pour se défaire de son emprise et mettre son passé très très loin derrière elle. Mais il arrive à la convaincre de venir à Paris, dans un restaurant, dans le centre de Paris. C'était pour elle un référent. Il avait tellement pris de place dans sa vie, il l'avait tellement isolé du reste de ses relations qu'il y a eu une sorte de besoin paradoxal, évidemment, de se retourner vers lui. Elle dit « J'étais complètement déprimé, complètement perdu. » Donc je l'appelle et il m'invite au restaurant. Et donc ils vont dans un restaurant. Pendant cette soirée qui est assez brève, ce dîner, il enfile whisky sur whisky, il est à moitié ivre, il commence à faire un peu un scandale dans le restaurant, et finalement il l'emmène de force dans sa voiture, il la tire de force pour l'emmener dans un appartement. Il va la battre, il va la sortir de la voiture en lui attirant par les cheveux, il va fermer évidemment la porte de l'appartement. On est dans une scène de fait divers, il la séquestre, il prend un couteau de cuisine et il finit par menacer de se suicider. Et ensuite, toute la nuit, c'est une nuit d'horreur, une nuit de violence sexuelle. Depuis toute petite, Morgane rêve de devenir championne de tennis et de remporter les plus grands tournois de la planète. Pour cela, elle s'entraîne d'arrache-pied. Et à l'été 2003, l'adolescente de 16 ans franchit une étape décisive. Elle avait un niveau de tennis assez correct, plus que correct, même un bon niveau. En revanche, pas un niveau non plus qui l'aurait nécessairement amené au monde professionnel, mais elle avait quand même un assez bon niveau qui l'a amené à aller au club de Sarcelles, qui était considéré comme le meilleur club du Val d'Oise, dans lequel entraînait Andrew. Et donc, comme elle voulait progresser, que c'était une passionnée de tennis, elle a voulu passer un cap en allant dans ce club et avoir des entraînements plus réguliers, plus poussés, qui l'emmèneraient à un meilleur niveau encore. Il va devenir son entraîneur progressivement, pas dès le départ, mais assez rapidement. Il va devenir son entraîneur. Il rentre dans sa vie. Elle est très jeune, très immature, très inexpérimentée. Le tennis, c'est toute sa vie, toute sa passion à ce moment-là. Et lui va se rendre complètement indispensable en tant qu'entraîneur, mais aussi bien au-delà. Et c'est comme ça qu'il va tisser sa toile pour arriver à finalement prendre le contrôle de sa vie. En fait, petit à petit, il va un peu la prendre sous son aile, alors qu'il est très dur avec d'autres, avec des garçons notamment qui l'humilient vraiment pendant les entraînements. Avec elle, il va être très attentionné,
très avenant, il va la protéger, l'encourager, dire qu'elle fait des progrès, et ça va commencer comme ça en fait. Et du coup, bon, elle va s'attacher à lui, quoi, nécessairement, puisque c'est une sorte de figure, pas paternelle non plus, mais une figure, voilà, bienveillante. Il est très proche des parents et il arrive à vraiment gagner la confiance des parents. Et les parents l'aiment beaucoup parce qu'il est très proche de ses élèves et donc il arrive à vraiment se faire aimer des parents. Il se présente bien, il donne de l'espoir aux parents, notamment il dit on va en faire une Bartoli, alors que cette fille, objectivement, n'a aucun espoir pour le tennis professionnel. Le père, qui adore le tennis, est très intéressé par le fait d'apprendre que ce bon coach, qui a une bonne réputation, s'intéresse comme ça à la fille. Il noue des liens d'amitié, il vient manger chez les parents, il fait des barbecues, il vient avec sa compagne. Donc il commence à rentrer comme ça doucement dans la vie de la famille, il se rend au service, il propose d'accompagner la fille aux entraînements parce que c'est plus pratique. Il propose aux parents de payer un stage à la boule moitié moins cher. Ça devient, oui, parfois un copain, un ami de la famille, quoi. Organisé chaque année au mois de juillet, ce stage à la boule rencontre un grand succès auprès des adhérents du club. On habite dans un endroit commun, les parents ne sont pas là, et sur une période de 10 ou 15 jours, on participe à 3 ou 4 tournois. C'est un projet formidable, parce que les enfants, les adolescents, les jeunes adultes sont en dehors de leur cadre familial, se retrouvent à une dizaine, une quinzaine, une vingtaine du même âge, ils se connaissent, et ils vont pendant 15 jours être en vacances, être ensemble, faire du tennis, rigoler. Et la boule, là, sous l'égide d'Andrew, c'est l'horreur. C'est là que la vie de la jeune Morgane, 16 ans, va basculer. La première relation sexuelle qu'elle décrit lors d'un stage à la boule, qui est sa première relation sexuelle à elle la décrit d'une manière extrêmement violente. Elle est dans sa chambre, il l'embrasse et il la déflore, comme elle le dit elle-même, de manière brutale et violente, sans aucun préliminaire. Voilà. Et ça dure pas très longtemps, et pour une première relation sexuelle, c'est extrêmement violent pour une jeune fille, et elle est dans un état de sidération, donc elle réagit pas. Ça n'a rien d'une relation amoureuse, certainement pas. Ça n'est pas choisi, c'est subi. Et à ce moment-là, elle est complètement interloquée par ce qui lui arrive. Et dans cette stupéfaction, ça va se reproduire à plusieurs reprises chaque jour. Ça peut être tout le temps, partout, n'importe où. Dans les toilettes du club, dans sa voiture. Les stages à la boule, c'est sûr qu'elle passera toutes les soirées dans sa chambre. Enfin voilà, elle est sous son emprise et elle est sa chose. Et il se prive pas de l'humilier aussi en public. Donc il n'y a plus du tout, comme au départ, des compliments, des mots doux, des choses agréables. Il y en a de moins en moins. C'est vraiment juste de l'agression, quoi, verbale et physique. En plus, dans le cas de Morgane, il y a aussi beaucoup de chantage permanent, qui est entre la violence, un chantage au tennis, un chantage vis-à-vis des parents aussi, hein, évidemment de révéler aux parents ce qui se passe, parfois de faire des vidéos et de menacer de les diffuser, etc. Donc c'est une peur, une descente aux enfers permanente pendant, oui, quasiment 2 ans. Morgane, son père va trouver une lettre, un brouillon de lettre en fait qu'elle a écrite, où elle confie une partie des choses. Il va aller lui en parler, elle va plus ou moins nier la réalité des choses, et lui donc va aller confronter son entraîneur. Et à ce moment-là, son entraîneur, comme souvent, à ce moment-là, il est dans un double jeu. Hein. Le premier temps, c'est de dire, mais attention, si vous allez à la police, si vous m'accusez de quoi que ce soit, je vais m'enfuir avec elle. Jouant souvent sur une ambiguïté qu'il est en partie américain, australien, donc c'est facile pour lui de partir à l'étranger.
Le père de Morgane prend peur et décide finalement de ne pas porter plainte. Le calvaire de sa fille se poursuit, et cela jusqu'en 2004, année où elle obtient son bac et trouve enfin une solution pour échapper à Andrew. Elle est partie aux États-Unis et puis elle est partie au Brésil. Elle a vécu de l'autre côté de l'Atlantique pour essayer d'échapper à cette emprise. Morgane tente d'oublier Andrew et parvient grâce au tennis à obtenir une bourse dans une université américaine. Au mois de mars 2005, la jeune femme de 18 ans rentre en France pour voir ses parents. Mais l'emprise de son ancien coach est trop forte. Elle le rappelle en rentrant à Paris. Et donc ils vont au restaurant et ça se passe mal. Et voilà, elle passe une nuit horrible. Et elle, au matin, il la laisse partir, comme si de rien n'était. Malgré ce nouveau viol, Morgane n'alerte pas les autorités et poursuit ses études outre-Atlantique. Pendant 8 ans, elle n'a plus de nouvelles d'Andrew et garde enfouies toutes ses blessures. Mais à l'été 2013, Morgane le recroise par hasard au tournoi de Roland-Garros. Et à partir de là, ça déclenche chez elle effectivement tout un processus de mémoire et notamment de flash qui vont la questionner, la torturer même jusque-là, puisqu'elle va très très mal le vivre pendant des années. Et finalement, ce qu'elle avait enfoui rejaillit à travers cette rencontre. 11 ans après les faits, Morgane dépose plainte à la brigade des mineurs. Dès qu'elle a commencé à parler, on n'a plus arrêté une déposition de je sais plus combien de pages, le déversoir. Une victime qui raconte des actes de viol, et surtout 10 ans après, il n'y a pas de preuve matérielle. Donc nécessairement, il faut une expertise psychologique pour essayer de voir déjà si la victime a des séquelles et puis si son témoignage est crédible. Le témoignage n'est absolument pas remis en cause. Il n'y a aucun doute sur la véracité de son témoignage, il est circonstancié, elle le répète à plusieurs reprises. Et surtout le trauma laissé laisse à penser qu'il y a eu sans aucun doute possible des actes de viol et de violence commis sur elle. À l'issue de son audition, Morgane assure qu'Andrew a également violé une autre joueuse du club de Sarcelles. Elle se nomme Amélie et elle vient d'ailleurs de porter plainte à Marseille quelques jours plus tôt. Convoquée à la brigade des mineurs, Amélie, 28 ans, commence par raconter ce qu'elle a vécu ce 11 septembre 2001. Elle a dit oui, je me rappellerai toute ma vie de ce jour, et pas pour les attentats, mais parce que c'était un des jours les plus horribles de sa vie. Et en fait, Andrew la ramène chez elle, ses parents sont pas là, elle l'invite à rentrer parce que aussi elle, c'est une adolescente, pareil, elle a 14 ans, et elle est dans un jeu de séduction avec son entraîneur parce qu'elle est fascinée par cet homme, elle veut aussi lui plaire, mais un truc de gamine quoi. Non, il n'y a pas du tout. Enfin, un adulte normal ne donne pas suite à ce genre de choses. Et donc elle l'invite à rentrer à l'intérieur et il y va. Et elle va vivre sa première relation sexuelle, elle là aussi, c'est sa première fois, et qui va être pareil, sans aucune romance, aucune tendresse, simplement brutale, brute de décoffrage quoi. Et il la laisse. Il rentre chez lui et elle va fondre en larmes après cette relation sexuelle. Amélie raconte qu'à partir de ce jour-là, son coach de tennis abusera d'elle à presque chacune de leurs rencontres.
Ça va se passer dans les vestiaires, ça va se passer dans un espace clos, ça va se passer parfois dans la rue. Dans son cas, hélas, ça s'est beaucoup passé dans la voiture. Il y a un entraînement 3 à 4 fois par semaine, les tournois ou les compétitions le week-end, donc c'est 4-5 fois par semaine. Ouais. Un des lieux principaux de ces viols et agressions sexuelles, c'était lors des stages à la Baule. Et donc lors d'un de ces fameux stages, Amélie, parce qu'elle se rapprochait trop d'un de ses camarades du club, petite amourette d'adolescente, quoi. Et lui est devenu fou, fait une crise de jalousie et du coup l'a séquestré dans sa chambre d'hôtel lors du stage et de colère lui a claqué la tête contre le mur, ce qui fait qu'elle a perdu connaissance ce soir-là. Pour dire le niveau de violence dont il était capable. Encore une fois, c'était une enfant de 15 ans, alors que lui était bien plus de 30 ans. Au mois de juillet 2002, Andrew fait une autre crise de jalousie à la fête des Loges, une célèbre fête foraine de Saint-Germain-en-Laye, dans les Yvelines. Des personnes qui se trouvent là la regardent. Ça le rend hystérique. Il la prend, il la tire par le bras, il la remet dans la voiture, il part, il conduit très vite, comme il le fait souvent. Tout d'un coup, il pile en plein milieu de la forêt de Saint-Germain. Il la sort de la voiture, il l'entraîne dans le bois, il la déshabille, il la viole, et là, il l'abandonne. Seul, nu, dans la forêt. Et elle, pendant ce temps, elle hésite entre mourir et mourir. Elle se demande, l'autoroute passe juste à côté, elle se demande est-ce qu'il y a un camionneur qui va s'arrêter et qu'est-ce que je vais subir encore. Donc c'est un moment tel qu'elle le décrit et tel qu'on peut l'imaginer, qui est le summum de l'horreur pour elle. Ça a duré 2 heures. Pendant 2 heures, elle est restée seule, comme ça, dévêtue, apeurée, en pleurs, en fait en état de panique, tétanisée, quoi. Avant qu'il ne revienne la chercher et qu'il la ramène chez elle, comme si de rien n'était. À cette époque-là, pendant son sommeil, elle se gratte tellement fort qu'elle se gratte jusqu'au sang, elle se réveille avec des plaies, tellement elle se gratte, elle déchire ses draps la nuit. Sa maman a quand même, commençant à se douter de quelque chose, suivi sa fille et vu une scène d'embrassade dans une voiture entre elle et son entraîneur. Et donc dès lors qu'elle surprend ce baiser volé à un feu rouge ou sur le trajet du raccompagnement, elle n'est pas dans le déni, et elle en parle et elle convoque une personnalité forte, la maman d'Amélie. Elle convoque l'entraîneur en lui disant que ça va pas être possible, quoi. Que c'est pas une manière de se comporter. Andrew se met à pleurer et puis tout d'un coup, non, il commence à menacer sa mère. Puisque c'est comme ça, si tu veux porter plainte, avec ta fille, on va partir en Australie. Donc elle a peur, elle prend peur. Aucune plainte n'est déposée et les agressions se poursuivent. Elle veut mettre fin à cette relation qui l'a fait tellement souffrir. Mais lui, il lâche pas l'affaire. Il la harcèle d'appels, de textos, et elle essaye de l'ignorer, mais il y a des fois où elle craque. Et elle le prend au téléphone et il va menacer de mettre fin à ses jours. Au fil du temps, Amélie rompt peu à peu le contact avec Andrew, jusqu'à se défaire définitivement de son emprise. Si la jeune femme a réussi à échapper à son bourreau, elle est complètement détruite. Il y a son petit ami, encore de l'époque, 10 ans plus tard, qui dit qu'elle est toujours victime de crises d'angoisse quand elle voit notamment un homme chauve dans la rue, puisque son entraîneur était chauve, elle peut avoir un accès de tétanie, comme ça, soudain. Et ça 10 ans plus tard. Voilà, ça fait partie des séquelles qui sont durables, en fait, chez ces jeunes filles. Deux semaines après le récit d'Amélie, une troisième jeune femme se présente dans les locaux de la brigade des mineurs.
Alexandra, en fait, c'est les autres qui l'ont appelé parce qu'ils se sont dit, on sait que quelque chose s'est passé avec toi aussi. Nous, on va déposer plainte. Est-ce que tu veux te joindre à nous? Et de toutes les victimes, c'est elle qui a le plus souffert, je dirais. En tout cas, d'après son témoignage, elle a vraiment vécu un enfer. Donc, je crois qu'elle a un peu hésité, mais elle a fini par se dire, ouais, je vais porter plainte. Aux enquêteurs, elle explique avoir intégré le club de Sarcelles en 1999. C'est une enfant, elle a 12 ans, elle n'a aucune forme féminine, elle est très petite. Enfin, on n'imagine pas une seconde qu'elle puisse avoir des relations sexuelles avec qui que ce soit. C'est vraiment une très jeune fille, un bébé. C'est une jeune fille dont on a pensé qu'elle pouvait devenir une championne internationale. Son entraîneur va expliquer à ses parents que pour des raisons de transport, de temps en temps, il serait bien qu'elle puisse venir dormir chez lui parce que ce sera plus près pour les tournois. Et donc, de plus en plus, elle va passer du temps chez son entraîneur. Et puis, ça va commencer, il va l'inviter à dormir dans son lit. Et puis, ce sera une petite caresse sur la cuisse. Ce sera vraiment petit à petit, contrairement aux autres, parce qu'elle, c'est la première victime. Ça va se passer un peu différemment. Elle a dit, moi, cet homme, c'était celui qui allait me permettre d'accéder à mon rêve, c'est-à-dire d'arriver à une carrière de tenniswoman professionnelle. Donc, c'était un dieu pour moi, ce mec. Et elle va être complètement sous son emprise, comme les autres. Et petit à petit, il va lui imposer une fellation, des pénétrations. Elle estime le nombre de faits à 400 agressions, viols, dont elle a été victime en l'espace de 2 ans. Donc c'est considérable. Et ça se passait, encore une fois, partout. C'était des faits qui pourraient le remonter à une vingtaine d'années. Et elle a dit, même aujourd'hui encore, je ne supporte pas la pénétration. Je peux pas. Et c'est pour dire la puissance du traumatisme. C'est-à-dire que 20 ans plus tard, elle peut toujours pas avoir une vie sexuelle normale. Et elle l'a dit d'ailleurs, il a ruiné ma vie sexuelle pour toujours. Libérée d'un poids, après son dépôt de plainte, Alexandra confie ensuite à ses parents ce qu'elle a vécu étant enfant. En revanche, elle a dû couper les ponts avec eux parce que sa famille a été pas très compréhensive de ce qui s'est passé. En fait, c'est là où elle a vraiment vécu un enfer, c'est-à-dire qu'elle a eu aucun soutien familial. Donc elle a vraiment pris cher, quoi. Les enquêteurs, quant à eux, recherchent d'autres éléments à charge contre Andrew. C'est l'intuition évidemment de la capitaine de police qui est en charge de cette enquête et qui se dit qu'il serait étonnant qu'il n'y ait pas d'autres victimes. Et donc effectivement, le mettre sur écoute à ce moment-là, c'est de voir dans l'immédiat quelles sont ces relations et est-ce qu'il y en a une qui pourrait correspondre au profil des victimes qui ont déjà été entendues. Ce qui est très impressionnant, c'est que la capitaine de police qui mène l'enquête et qui organise ces écoutes disait « J'avais l'impression de vivre en direct ce qui s'était passé des années avant avec les autres victimes. » Et il réalise qu'il entretient une relation avec une jeune fille du club dans lequel il entraîne. Il ne travaille plus à Sarcelles, là, il travaille à Levallois. C'est un club très prestigieux de région parisienne, le Levallois Sporting Club, présidé par Henri Lecomte, ancien grand joueur de tennis. Et donc, il entretient une relation avec une jeune fille. Cette victime présumée est rapidement identifiée par les policiers de Nanterre. Elle s'appelle Louise et elle a 18 ans. Elle est convoquée, elle est stupéfaite, elle le couvre intégralement. Et d'ailleurs, la policière qui l'interroge n'est pas surprise. Elle sait qu'elle est encore à un moment de sa vie de victime, complètement sous l'emprise de son agresseur, et que donc elle va lui décrire un agresseur formidable, extraordinaire, unique au monde.
Malgré ce portrait angélique d'Andrew, les enquêteurs l'interpellent et réalisent une perquisition à son domicile. Sur place, ils trouvent une lettre écrite par Amélie lorsqu'elle avait 15 ans. C'est une lettre qui est écrite sur un papier sur lequel cette petite fille a tracé des lignes parallèles pour être sûre d'écrire bien droit avec son écriture enfantine et dans laquelle elle tient des propos dithyrambiques de fascination pour son entraîneur à qui elle dit en substance, tu es l'être le plus merveilleux que la terre ait jamais porté. Quand je rentre chez moi le soir, la seule chose que j'ai envie de faire, c'est de regarder les objets que tu as touchés. Je t'aime, je t'aimerai toujours. Il n'y a jamais eu d'amour comme le nôtre. En garde à vue, il ne va pas contester le fait d'avoir eu des relations sexuelles avec Amélie, avec Morgane. Évidemment, sur Alexandra, puisqu'elle était plus jeune, il y avait une barrière. Clairement, il y avait une barrière dans son esprit, quelque chose qu'il ne voulait pas accepter, qu'il ne voulait pas reconnaître. Sur Alexandra, il conteste mordicus tout ce qui est viol. Et sur les agressions sexuelles, les caresses, on a l'impression qu'il ne se rend pas compte de ce qu'il dit, puisqu'il ne les conteste pas, mais qu'il les explique quelquefois par des formules qui glacent. Des caresses chaleureuses sur le sexe et les seins, des câlins comme on pourrait faire un papa. Enfin, là, on est dans une contradiction, de mon point de vue, totalement insurmontable. Andrew est né en 1966 à Birmingham, dans le centre de l'Angleterre. Et très jeune, il va être confronté à une première épreuve. Andrew, après avoir passé ses quelques premières années à Birmingham, va déménager aux États-Unis, puis très rapidement revenir dans l'ouest de la France avec son père et sa mère. Puis son père finira par quitter sa mère et ne plus jamais revenir. Et il le reverra que 2 ou 3 fois dans sa vie. Il est élevé surtout en fait par sa grand-mère à Saint-Nazaire parce que sa mère a refait sa vie avec un autre homme avec qui elle a eu d'autres enfants, 2 filles beaucoup plus jeunes que lui, genre 10 ans de moins je crois. Et lui en fait a jamais vraiment été accepté dans ce nouveau foyer et donc a été élevé par sa grand-mère qui considère presque comme sa vraie mère. Et donc il raconte avoir vraiment souffert en fait de cet abandon puisque sa mère et son père l'ont rejeté d'une certaine manière. Face à cette situation chaotique, le jeune Andrew parvient à trouver un échappatoire. Il va arriver à découvrir le tennis assez tardivement. C'est un passionné de sport, tennis, football. Et il montera à Paris à l'âge de 18-19 ans, grâce aux finances de sa grand-mère. Tout juste majeur, Andrew pose ses valises en région parisienne, avec l'objectif de devenir joueur professionnel de tennis. Mais très vite, il revoit ses ambitions. Il l'a toujours dit, il n'a pas été un grand joueur de tennis, loin de là. Et en réalité, tout le monde se dit qu'il est bien meilleur coach qu'il n'est joueur. Et donc, il va arrêter sa carrière de joueur pour vraiment s'investir dans le coaching. Dès 1984, il devient entraîneur et réussit rapidement à se faire un nom dans le circuit grâce à sa dévotion. Il y a beaucoup d'enfants qui le décriront comme étant très disponible, venant les chercher tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours à l'école pour les emmener à aller faire des tournois, pour les emmener faire des entraînements. Et donc ça, évidemment, c'est dans un club, on se dit voilà quelqu'un de motivé qui va nous permettre de faire progresser notre équipe. Et c'est ce qui va se passer dans un certain nombre de clubs où il est. C'est sa présence, sa motivation qui est repérée et qui va faire de lui quelqu'un qui va pouvoir passer de clubs plus ou moins connus à des clubs plus ou moins prestigieux grâce à cet engagement et à cette volonté. On ne peut pas lui enlever qu'il a
il a une passion du sport qui est réelle. Il est même devenu un peu l'entraîneur star qu'on s'est arraché à un moment de club en club en disant voilà, on a des espoirs dont on veut faire les futurs champions et c'était à lui qu'on les confiait parce qu'il avait cette capacité à convaincre des jeunes de leur capacité à devenir des champions. Mais en fait, c'était pas un si bon coach que ça. Il faisait que débiter les idées en vogue à l'époque. Une fille qui a dit bah non, il m'a jamais fait progresser, elle avait un très mauvais service, aucune amélioration. Il n'a pas une carrière d'entraîneur de haut niveau. Je crois que ça s'est limité à accompagner une tenniswoman en qualif de Melbourne, mais une seule fois, quoi. Il a cherché à donner l'image d'une réussite qui n'est pas la sienne. Et les mots qui reviennent, c'est menteur, mythomane, exagérateur, cherchant à briller, s'habillant avec des vêtements de marque, des montres de luxe, se présentant comme ayant entraîné tel ou tel champion ou championne, ce qui n'est pas vrai. Donc il y a vraiment cet aspect de sa personnalité qui est celui qui ressort le plus. C'est vrai qu'en public, il renvoie l'image de quelqu'un de bien habillé, qui fait attention à son look, soigné, petite barbe de 3 jours, crâne rasé parfaitement. C'est quelqu'un d'athlétique, assez musclé, qui s'entretient. Mais plusieurs personnes raconteront qu'il y a des bouteilles d'alcool dans sa voiture, que de temps en temps il a une haleine alcoolisée, il fume beaucoup, tout ça, ça fait partie du personnage qui a beaucoup d'addictions. Beaucoup de témoins ont relaté des accès de violence pendant une réunion. Il avait l'habitude de serrer le poing et de l'introduire et de se mordre. Il avait aussi l'habitude, au point qu'il s'est blessé une fois, de fermer le poing et de taper contre une porte, contre un mur, contre un poteau. Il y a des témoignages de joueurs sur l'espèce d'impérium qu'il exerçait sur ces sujets. C'est un gamin qui disait qu'il m'a dégoûté du tennis. Il disait qu'il coupait les cordes de sa raquette pour pouvoir ne pas aller à l'entraînement en disant mes raquettes sont cassées. Il disait qu'il se blessait aux pieds avec des punaises pour dire je suis blessé, je ne peux pas aller à l'entraînement. Il disait que c'était devenu insupportable. Il dit qu'il le faisait courir derrière la voiture au retour d'un match. Et le gamin récite 10 ans après, de façon mécanique comme 1515 Marignan, la plaque minéralogique de la voiture d'Andrew. Parce qu'il s'en souvient bien, hein, il courait derrière. Un témoin demande à être entendu. Il s'agit de Louise, 18 ans. Celle avec qui Andrew entretient une relation au moment de l'enquête. Le déclic qui sera pour elle, c'est finalement le moment où elle apprend que son entraîneur est incarcéré. Et elle va finalement se rendre compte, se dire mais ce qui m'est arrivé, c'est pas normal. Je n'ai pas voulu, à aucun moment je n'ai voulu ça. Et c'est là qu'elle demande à être réinterrogée. Je pense qu'elle elle a réfléchi tout simplement. C'est-à-dire que d'un premier temps on l'interroge sur cette relation. Être interrogée par la police, c'est toujours assez intimidant. Elle n'a pas forcément envie d'étaler son intimité comme ça à des inconnus. Et en réfléchissant, elle s'est dit non, mais en fait, je suis victime de faits qui sont graves. Et s'il y a des plaintes contre cet homme, c'est que je suis pas la seule déjà et qu'il ne pourrait y en avoir d'autres après moi. Donc il faut que je parle. Et là, effectivement, elle fait une description plus complète, plus détaillée. Et surtout beaucoup plus proche de la réalité. Ce qu'elle décrit, c'est un long processus. C'est une mise en condition qui va effectivement commencer lorsqu'elle a l'âge de 11 ans. Lui va, dit-on, la repérer, croire à ses capacités tennistiques. Il va convaincre ses parents de l'entraîner ou de superviser sa progression et sa carrière. Mais en revanche, les viols, eux, ont commencé bien plus tard, pas à l'âge de 11-12 ans, mais beaucoup plus sur la période de 16 à 17 ans. Elle produira une sorte d'agenda, effectivement avec les jours notés, et des choses qu'elle a notées à l'époque qui lui étaient arrivées.
Elle dit tel jour, Andrew m'a soulevé le t-shirt, il m'a dit des choses. Et en fait, elle sait pas comment l'analyser. On sent quelqu'un qui est un peu perdu, qui est surpris avant tout, parce qu'il sent qu'il y a quelque chose quand même d'un peu bizarre. Et en même temps, ça vient d'un adulte, de quelqu'un en qui elle a confiance, en qui ses parents ont confiance, qu'elle connaît depuis très jeune. Après la nouvelle audition de Louise, les enquêteurs analysent le téléphone portable d'Andrew. Avec Louise, il y a eu plus de 19 300 appels en 9 mois. C'est incessant, c'est 70 par jour. Donc voilà, c'est ça l'emprise. C'est on rentre dans la vie, un jour on dit une chose gentille, t'es vraiment très forte, on veut faire de toi quelqu'un de très fort au tennis. Une autre fois, bah non, t'es trop grosse, tu manges trop, t'as des boutons. Donc on ne sait plus où on en est. Et comme c'est le dieu qu'on idolâtre, l'entraîneur, à un certain moment, c'est lui qui vous fait tout dans le tennis. Tout ce qu'on fait, c'est le copain, c'est l'ami, c'est l'amant. C'est une exigence folle, le tennis, parce que pour arriver au stade professionnel, c'est des sacrifices gigantesques et ça commence très jeune. Et tu passes plus de temps avec ton coach en entraînement, en tournoi, en stage qu'avec ta famille, largement. Donc ton coach devient ton référent de vie et c'est lui qui contrôle tous les aspects de ta vie, ton alimentation, ton sommeil, ton hygiène de vie, la manière que tu as de t'entraîner. Il y a vraiment un poids très très fort dans ta vie. Donc entre l'entraîneur et la joueuse, il y a un rapport d'autorité qui se crée dans un univers potentiellement érotisé, puisqu'on est dans des corps de sportifs qui ne sont pas habillés chaudement, mais que de toute évidence, c'est à l'adulte de mettre des limites impérieuses. La plupart des entraîneurs sont des gens, des adultes sensés qui évidemment mettent les limites, mais ceux qui n'ont aucune limite, c'est plus facile dans un univers de performance accrue. Les experts ont effectivement identifié pour Andrew une immaturité, alors qu'ils ont qualifié techniquement d'immaturité psycho-affective et psychosexuelle. Ses repères, sa façon de se comporter, sa façon même de parler étaient une façon de parler d'un adolescent. Il a une grande immaturité affective, il n'est pas capable en fait d'avoir une relation amoureuse d'adulte. Il sait pas comment faire. Présumé innocent jusqu'à son procès, Andrew est libéré sous contrôle judiciaire le 7 mai 2015. L'instruction elle commence en 2014, le procès il est en 2019, donc ils n'allaient pas le garder 5 ans, déjà c'est 2 ans maximum. Ils n'allaient pas le garder éternellement en prison en attendant son procès. Et en plus, ils l'ont fait sortir, il a respecté scrupuleusement son contrôle judiciaire, il n'a jamais été en infraction. Donc voilà, il n'y avait pas de raison qu'il soit pas libre en fait. Accusé d'avoir violé 4 victimes, Andrew est jugé devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine à Nanterre. Bien que mineur au moment des faits, les plaignantes refusent une audience à huis clos. Elles ont envie que ce soit public, elles ont envie qu'on en parle, elles ont envie aussi que l'histoire soit publicisée pour pas que ça se reproduise. C'est à une époque, la vague MeToo est passée, donc je pense qu'elles ont besoin aussi de faire connaître ce qui s'est passé. Les choses et les gens reviennent à leur place. Nous, on a été séquestrés, porte fermée, pour que ça ne se sache pas, pour qu'ils ne se fassent pas prendre. Le vent a tourné, la salle d'audience, la porte sera ouverte. Le témoignage le plus fort, c'était celui d'Alexandra, la plus jeune des victimes, parce qu'elle elle est hypermnésique, donc elle se rappelle de tout. Et d'ailleurs, elle a dit « j'oublie rien, je me rappelle de tout, et pourtant j'aurais préféré oublier ». Elle va déposer près de 3 heures, sans être interrompue, sans aucun artifice. On sent véritablement que c'est du brut de vérité qui vient du fond d'elle. Ça restera un souvenir professionnel extrêmement présent. J'observe l'attitude du président et je vois la tête des jurés. Et je pense que Andrew se rend compte de l'effet que produit le témoignage d'Alexandra. Les 3/4 de la salle étaient en larmes. On avait des témoignages d'une intensité, d'une précision
chacune avec sa personnalité, chacune avec ses mots propres, avec son champ lexical, mais décrite avec une puissance rare, très rare. C'est peut-être là qu'on a vu qu'on avait 4 compétitrices incroyables. Ça faisait aucun doute qu'il allait être déclaré coupable. La procureure avait requis 15 ans, et puis on est revenu dans la salle et il a pris 18 ans. Donc pour dire que les témoignages avaient vraiment marqué les jurés parce qu'ils sont allés plus loin que les réquisitions. Et ils ont voulu marquer le coup. Il y a une part de soulagement et il y a également une part d'angoisse parce qu'elles savent qu'au regard du montant de la peine de 18 ans, il y aura un appel. Et qu'elles vont devoir revivre à nouveau ce qu'elles ont vécu déjà pendant une semaine. Le procès en appel se tient à Versailles. Et le 13 janvier 2021, le tribunal confirme la peine de 18 ans à l'encontre d'Andrew. Elles étaient venues en plaignante. Il fallait qu'elles repartent en victime. L'essentiel n'est pas dans la peine, franchement. L'essentiel était dans le fait que, ça y est, le coupable, c'est lui. Personne ne peut oublier un traumatisme comme ça. On leur souhaite de se reconstruire, d'arriver à vivre avec ça. Peut-être quand même d'aspirer à une forme de sérénité et de vie qui ressemble à une vie normale à laquelle elles ont droit. Elles en sortent abîmées, mais pas tout à fait bousillées. Elles en sortent cabossées, mais debout. Et je pense qu'elles ont une espèce d'appétit à faire des choses bien, à rendre les gens heureux, à déceler, traquer les hypocrisies des adultes. Elles ont décidé en fait de monter une association pour faire de la prévention dans les clubs, auprès des jeunes filles, auprès des entraîneurs, pour éviter que ce genre de faits se reproduisent. De retour sur le plateau de Crime, et ce soir c'est donc une émission spéciale que je vous propose sur des sportifs de haut niveau qui ont basculé